Alors, Audrey, Bonjour. déjà, bonjour. Et puis, je vais te laisser te présenter, te rappeler ce que tu fais et pourquoi tu suis de manière assidue ce sujet. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Audrey Fleury, je suis la cofondatrice de Digital Insiders, qui est un cabinet de conseil en intelligence digitale. Donc notre métier en fait, c'est d'accompagner nos clients dans l'analyse des données sur Internet pour optimiser les décisions et les stratégies, ainsi que les actions, marketing et communication essentiellement. Donc ça, c'est notre cœur de métier, c'est ce que fait aujourd'hui Digital Insiders. Mais à côté de ça, je suis une gameuse. Depuis une quinzaine d'années, je joue à des jeux vidéo et du coup, j'ai suivi l'émergence de l'e-sport. Et il y a quelques années, on a vu, on va dire, une explosion de ce sujet, qui est surtout en France. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les pays, parce que notamment en Corée, c'est un sujet qui est déjà présent depuis des années et des années. Et du coup, on a lancé une équipe dédiée à l'e-sport pour accompagner les acteurs de ce nouveau secteur dans l'analyse de la donnée sur Internet, puisque par essence, l'e-sport est digital. Tu peux peut-être pour clarifier, alors je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec le sujet, mais est-ce que tu peux déjà juste introduire la définition, comment tu la vois de l'e-sport? Alors, on avait une petite slide avec les définitions. Ah oui, ok, parfait. Donc, l'e-sport, en fait, c'est l'abréviation du sport électronique. Et aujourd'hui, ça a été défini par l'association France e-sport, qui est l'association française sur l'e-sport, comme l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique, qui est essentiellement le jeu vidéo. Si on résume de manière un peu plus simple, ce sont les compétitions de jeux vidéo où des joueurs, professionnels ou amateurs, s'affrontent. Et donc, tout ceci, ça a forcément des traductions en termes d'audience, de chiffres. Tu nous as compilé une petite slide avec quelques données. Tout à fait. Alors, c'est une des questions qui revient très souvent, en fait, qui est l'audience, qui sont les spectateurs de l'e-sport. Donc, on a des chiffres très intéressants qui ont été sortis par le cabinet Newzoo, qui est un peu l'équivalent d'un Nielsen pour le gaming et l'e-sport, où il prévoit, en 2018, qu'il y ait dans le monde 165 millions de e-sport enthousiastes, donc qui vont regarder régulièrement les compétitions, et 215 millions de spectateurs occasionnels. Et en plus de ça, une des questions qui nous est aussi posée régulièrement, c'est finalement cette audience, elle a quel âge ? En moyenne, il y a à peu près 62% de l'audience qui est entre 18 et 35 ans. Donc c'est une audience plutôt millennials. Plutôt millennials, carrément. Et comment ça se passe au niveau du développement de ce marché? Parce que maintenant, c'est plus qu'un marché, mais au niveau monde d'abord, dans un premier temps. Tout à fait. Alors déjà, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a eu lieu la première compétition de jeux vidéo? L'année, à peu près. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une... Il y a 10 ans? 10 ans, 95. 95? Non. Qui dit mieux? 80? Les années 80, effectivement. C'est vers la fin des années 80 qu'il y a eu la première compétition de jeux vidéo. Donc, pourquoi je vous ai posé ces questions? C'est notamment pour vous montrer que ce n'est pas un marché qui date d'il y a 2 ans. C'est quelque chose qui se développe en fait depuis une trentaine d'années. Et qui a effectivement connu une explosion sur, on va dire, depuis 2010 à peu près, dans les pays occidentaux notamment, parce qu'il faut savoir que la Corée est particulièrement avancée sur ces sujets. Il me semble que c'était l'année dernière, pour l'élection présidentielle, les candidats à l'élection se sont affrontés sur un jeu vidéo à la télévision. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Ça serait marrant. Mais voilà, c'est pour vous expliquer cet élément-là. Donc c'est un marché qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, en développement, en train de se structurer et qui atteint un certain niveau de maturité. Donc ça, c'était au niveau monde, globalement. Mais exactement. Et en France, qu'est-ce que ça donne? Alors, en France, bien sûr, les chiffres sont moins impressionnants qu'au niveau mondial, mais on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 3,8 millions d'internautes de plus de 15 ans qui ont déjà visionné ou assisté à une compétition d'e-sport, selon des chiffres médiamétriques qui datent de 2017. Et en termes d'âge, donc on retrouve à peu près le même type, exactement, la même proportion que sur le marché mondial. Et également, c'est
une audience qui reste aujourd'hui essentiellement masculine. Ce qui est intéressant de savoir, c'est notamment en France, on a la part d'audience féminine, on a une des parts d'audience féminine les plus élevées. Les plus élevées, d'accord, ah oui quand même. Comparé à d'autres pays. Donc en France, c'est également un sujet et un marché qui se structure avec une audience qui est croissante. On estimait par exemple en 2016 qu'on avait à peu près 1 million et quelques de personnes qui visionnaient ou assistaient à des compétitions de sport. Donc comme vous pouvez le voir, ce chiffre a triplé en l'espace de 2-3 ans. Ok. Et donc forcément, il y a maintenant des marques qui communiquent dessus aussi, parce que certaines étaient présentes au préalable, mais elles ne communiquaient pas autant. Quelles sont les marques les plus investies dans ce sujet? Alors, elles sont très très variées. Alors, attendez. Peut-être... du coup, j'avance. Voilà, c'est ça. En fait, elles sont très très variées. Et comme vous pouvez voir sur le graphique qui est projeté, il y a des marques vraiment de tout secteur qui investissent aujourd'hui dans l'e-sport au niveau mondial. Donc, vous avez des marques automobiles, des marques boissons, alcool, vêtements, des restaurants, des telcos. Vraiment toutes les marques, aussi également l'assurance. Hein, c'est pas forcément des marques sur lesquelles on aurait pu s'imaginer voir des investissements dans l'e-sport. Donc, elles sont très très variées. Elles investissent essentiellement pour 2 raisons. La première, c'est toucher cette audience millennials qui est parfois de plus en plus difficilement accessible par notamment la publicité. Donc ça permet de connecter en fait avec cette audience via une de leurs passions. Et puis également pour rajeunir un peu, en tout cas certaines marques, rajeunir leur marque et leur positionnement de marque. Donc c'est, on va dire, les 2 raisons principales pour lesquelles les marques investissent dans l'e-sport aujourd'hui. On va terminer sur la partie marque en revenant sur quelques exemples aussi français, parce qu'il y a quand même des exemples en France. Donc là, vous avez un exemple des entreprises qui ont investi en France dans l'e-sport. Donc, vous pouvez voir également qu'elles sont très variées. On a des médias qui ont investi. Donc, la liste ici n'est pas exhaustive, mais TF1, Canal+, notamment Canal+, qui a développé une émission qui s'appelle Canal eSport Club. beIN Sport l'a également fait. Donc, les médias investissent sur ce sujet. Et puis, vous avez des marques, ce qu'on appelle donc des marques non endémiques à l'e-sport, comme Volvic, Orange, Renault Sport, SFR, Nestlé à travers les céréales Lyon, qui investissent soit sur des événements, donc des compétitions e-sport qui durent soit une saison entière, soit seulement 2-3 jours, ou qui investissent auprès des équipes, donc les clubs e-sportifs, si on devait faire un peu une comparaison avec le sport plus traditionnel. Donc aujourd'hui, notamment, vous avez en France l'équipe Vitality, qui est une des plus grosses équipes françaises, qui est présente sur 12 jeux vidéo différents et qui, aujourd'hui, a 55 joueurs professionnels dans ses rangs. Donc voilà. L'autre exemple dont je voulais vous parler, qui est aussi assez intéressant, c'est Voyage SNCF et Orange, qui ont organisé en interne pour leurs salariés des concours autour d'un jeu vidéo. Et souvent avec un objectif de marque employeur d'attirer des talents, d'attirer des jeunes talents dans leur entreprise. Donc ils ont, Orange par exemple, je crois qu'ils ont plus de 700 ou 800 personnes qui ont contribué et participé à ces tournois. D'accord. Donc, alors là on a vu les marques, on a vu les marques internationales, les exemples en France. L'idée, c'est quelle est, selon toi, un peu la démarche? Qu'est-ce qu'ils doivent, dans quel ordre ils doivent agir? Quelles sont les premières étapes? Tout à fait. Alors, je sais que l'e-sport est un peu à la mode en ce moment et il y a beaucoup de marques qui regardent le sujet, en tout cas beaucoup d'acteurs qui s'intéressent de près à ce sujet. Bien sûr, ne vous précipitez pas et n'allez pas sur ce sujet simplement parce qu'il est à la mode. Ça, c'est le premier point. La première chose, c'est définir vos objectifs. Pourquoi vous voulez aller dans l'e-sport? Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Comme je vous le disais tout à l'heure, les 2 principaux objectifs qui ressortent sont toucher cette audience millennials,
notamment, mais vous pouvez avoir exactement, comme on l'a précisé pour Orange ou Voyage et SNCF, des objectifs de marque employeur plutôt adressés à vos futurs candidats ou à vos salariés actuels. En interne. La deuxième chose qui est très importante, c'est comprendre l'écosystème. Et c'est souvent là où on perd un peu les marques qui arrivent sur ce nouveau sujet, puisque c'est un écosystème qui est parfois perçu comme complexe. Donc, dans cet écosystème, vous avez 4 acteurs principaux. Le premier, ce sont les éditeurs de jeux vidéo. Donc Blizzard, Riot Games, Activision, Valve, etc., qui, eux, détiennent la licence du jeu vidéo. Le second, ce sont ce qu'on appelle donc les ligues. Ce sont les organisateurs de tournois. Parfois, ce sont des entreprises indépendantes. Parfois, cela va être les éditeurs qui organisent leurs propres tournois. Et vous avez en France, notamment l'ESL, qui est un des plus gros organisateurs d'événements mondiaux, mais qui est très présent en France, qui organise régulièrement des tournois. Mais vous avez aussi des petites entreprises et associations qui organisent ce qu'on appelle des LAN parties, qui sont donc en fait un tournoi sur 2 jours et qui se passe un peu partout en France. Donc il y a aussi quelque chose de très local. Il y a cette vision nationale, mais aussi très locale. Et donc vous avez par exemple la Gamers Assembly à Tours, je crois que c'était cette année, la Lyon eSport à Lyon, vous avez... Logique. Voilà, donc vous avez toute une possibilité aussi d'avoir une vision nationale et locale. Donc ça, c'est cette partie événement. Et puis, bien sûr, les 4e acteurs, ce sont les joueurs professionnels qui se sont regroupés en équipes. Comme des clubs de foot, en fait. Exactement, comme des clubs de foot ou de rugby, et qui aujourd'hui participent à l'ensemble de ces ligues et de ces événements. Et que l'on recrute presque comme des joueurs de football actuellement. Exactement. On voit des transferts. Exactement. Il y a les mercatos à chaque fin de saison. Enfin, on retrouve les mêmes mécanismes que dans le sport traditionnel. Bien sûr, avec des particularités, mais dans l'idée, cela fonctionne de la même manière. Donc voilà, c'est le principal écosystème et il est important de comprendre finalement quelle typologie d'acteur fait quoi et notamment de savoir que lorsque vous êtes une marque, vous pouvez sponsoriser chaque acteur et du coup avoir des objectifs différents, notamment sur cette partie sponsoring. Donc faire un sponsoring de joueurs, de ligues, peut-être pas d'éditeurs, mais en tout cas... On peut sponsoriser un éditeur, en tout cas un tournoi officiel d'un éditeur. On a par exemple Riot Games, qui est l'éditeur du jeu vidéo League of Legends, qui a créé un Open Tour France, qui est donc une compétition qui se passe uniquement en France avec des équipes françaises. Et donc, il y a des marques qui sponsorisent cette compétition qui se passe, bien entendu, tout au long de l'année. Très bien. Donc, après avoir défini les objectifs, l'écosystème, il y a une partie quand même où il va falloir utiliser de la donnée, parce que forcément, c'est le cœur du métier un peu. Exactement. Alors en fait, sur cet exemple-là, et pourquoi la donnée est assez intéressante dans l'e-sport, je vous disais tout à l'heure que par essence, l'e-sport est digital. Aujourd'hui, le moyen de diffusion des compétitions, c'est Twitch et YouTube. Donc les spectateurs, cette génération milléniale, ils sont sur le web par définition. Il y a un exemple très intéressant de Dr Pepper, qui est une des marques qui a investi très tôt, qui a ensuite décidé de ne plus investir pour X ou Y raison, et qui est revenu dans l'e-sport récemment. Donc ils ont défini leurs objectifs et ils se sont rendus compte que pour accomplir ces objectifs, ils devaient sponsoriser une équipe, notamment pour avoir cette connexion, ce lien avec les fans, mais aussi pour toutes les opportunités de co-création de contenu avec les joueurs et l'équipe. Et donc pour ce faire, ils ont analysé la social data, donc notamment issue de Twitter et Facebook, pour en fait identifier s'ils avaient des fans communs sur leur compte Twitter avec un panel d'équipes qui avait été déjà présélectionné. Et donc ils se sont rendus compte, grâce à cette analyse de la donnée, qu'il y avait plus d'affinité entre leurs fans sur les réseaux sociaux et l'équipe Team Solomid, qu'ils ont donc décidé de sponsoriser. Donc la social data va être un moyen
finalement de vous aider dans votre choix, d'évaluer l'audience d'une équipe, sa portée, d'évaluer le type d'audience à laquelle elle s'adresse et de voir s'il y a des ponts potentiels, des points communs intéressants à creuser entre une équipe et votre marque, entre une compétition et votre marque, etc. Donc c'est un tournant en fait au moment, quand on voit ce schéma, c'est quand même un tournant qui va permettre ensuite de rencontrer les différents acteurs. C'est vraiment le point majeur. Tout à fait. Comprendre l'écosystème et, je pense, utiliser de la donnée pour orienter vos choix sont les 2 points majeurs. Et pourquoi c'était important de vous montrer ce schéma? C'est aussi pour vous montrer qu'on ne réinvente pas la roue. C'est des choses que vous faites déjà sur d'autres sujets. Définir des objectifs, comprendre comment ça fonctionne, utiliser la data pour vous aider et appuyer vos décisions, rencontrer les différents acteurs et vous faire accompagner, c'est quelque chose que vous faites sur plein d'autres sujets. Normalement. En tout cas, j'espère. Normalement, dans l'idéal. Alors, comme je vois quand même le temps qui file, on va peut-être terminer sur une ouverture, une question d'ouverture, en fait. Savoir comment toi, tu vois aujourd'hui, toi qui suis le marché depuis un certain temps, comment tu vois son évolution, sa perception vis-à-vis des utilisateurs, etc. Alors, je trouve qu'il y a une évolution très positive sur l'ensemble du marché, déjà aussi parce qu'il y a une vision parfois un peu péjorative du gamer en France. Et finalement, l'e-sport a permis de démocratiser et de valoriser certaines choses et de casser un peu des clichés sur cette typologie de personnes. La preuve, je suis une gameuse et je ne pense pas rentrer dans un cliché comme tout le monde peut l'imaginer. Donc ça a été quelque chose de très positif. La France a aussi été un des premiers pays à reconnaître le statut de joueur professionnel. Donc le gouvernement avait commandité une étude et ils ont reconnu ce statut. Donc ça, c'est également quelque chose de très positif qui a été fait dans les dernières années. Pour moi, on atteint une certaine phase de maturité où nous avons des équipes qui sont installées depuis pour plus de 10 ans pour certaines, des ligues qui, certaines sont déjà très structurées, d'autres sont en train d'affiner la structure. Et donc, on arrive vraiment, si on imagine un peu cette courbe d'évolution d'un marché, au début de cette phase de maturité. Et aujourd'hui, je pense que les différents acteurs, que ce soit les éditeurs de jeux vidéo, mais surtout les équipes qui finalement sont, on va dire, les moins structurés, étaient les moins structurés il y a quelques années, sont aujourd'hui capables de proposer à des annonceurs des vraies possibilités de création de contenu, de sponsoring, de la visibilité. Et comme tu le disais tout à l'heure, on voit aussi, il y a des émissions télé, donc c'est aussi un signe de... Exactement. Les émissions télé sont également un signe de la démocratisation de ce sujet. Voilà, tout simplement. Eh bien, je te remercie beaucoup, Audrey, en tout cas, de nous avoir parlé pour la première fois de ce sujet e-sport à l'EBG. J'espère que ça en amènera d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Audrey va se balader. Je crois que tu seras assez visible avec ton haut rouge. Alors là, on va avoir une pause pendant quelques minutes, puis ensuite, on va enchaîner avec la société FactFinder, qui vous parlera de IA d'ici environ une dizaine de minutes. Je vous remercie. À tout à l'heure.